Bonjour Yannick, Bonjour Julien. merci de m'accueillir chez toi. Merci de venir, Je suis vraiment très content. Peux-tu te présenter s'il te plaît? bien sûr. Je m'appelle Yannick Fradin, voilà. Je suis écrivain de l'imaginaire. J'écris essentiellement des romans de fantasy, de médiéval fantastique, de fiction historique. J'écris aussi des contes lyriques et merveilleux, des contes régionaux et des récits sous forme de novella essentiellement inspirés du légendaire régional. Voilà. Ça c'est pour l'écriture. J'ai également quelques nouvelles de science-fiction et de fantastique à côté, mais ça reste assez périphérique dans le cadre d'appels à texte ou de concours. Voilà, et je suis un auteur essentiellement auto-édité, puisque c'est la voie que j'ai choisie. J'ai aussi été édité en maison d'édition, donc je suis un petit peu hybride, mais je suis quand même essentiellement auto-édité. Voilà. D'accord. Donc les sujets de tes livres, c'est vraiment tout ce qui est fantastique. Je veux dire, tu es vraiment ciblé sur le fantastique. C'est Voilà. vraiment de la littérature de l'imaginaire, Oui. avec assez souvent une dimension historique qui est un petit peu greffée par-dessus. Par exemple pour le légendaire régional ou les contes régionaux. Il y a toujours une dimension entre guillemets un peu culturelle, une dimension complètement imaginaire et une dimension lyrique avec notamment des sonnets, format poétique que j'aime beaucoup et que j'utilise dans tous mes ouvrages. D'accord. Voilà. Pourquoi écrire? Pourquoi tu t'es dit un jour, ah bah tiens, je vais écrire un livre? C'est une bonne question. Pourquoi écrire? Pour transmettre des choses. J'écris pour donner vie à des personnages, donner vie à des univers et partager un petit peu des réflexions et des idées et des mondes imaginaires également avec d'autres personnes. Donc l'écriture c'est vraiment un moyen de donner vie à quelque chose qui est un petit peu dans mes idées à moi et de les partager avec d'autres personnes. Et voilà, et quelquefois on peut poursuivre un petit peu l'écriture au-delà du livre en discutant avec les lecteurs. C'est essentiellement pour ça que j'écris, pour exprimer des choses et les partager. Très bien. Et tes sources d'inspiration, c'est quoi? Parce que tu es dans l'imaginaire, mais est-ce que des choses de la vie courante peuvent peuvent t'inspirer et la transmettre dans ton monde imaginaire? Ah oui, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Déjà des lectures, pas mal de lectures. La période, on va dire, fin du XIIe, début du XIIIe en France. Alors le Moyen-Âge un peu dans son ensemble, mais surtout cette période-là qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse beaucoup et que je connais assez bien. Après, il y a beaucoup de sources d'inspiration qui viennent aussi de photographies, de voyages, de lieux plus ou moins insolites ou plus ou moins exceptionnels. Aussi bien de nature ou de châteaux, de ruines, des lieux qui parlent, qui ont des histoires à raconter. Et après, c'est un mélange d'expérience, on va dire, de lecture, de connaissances et d'imagination. Donc c'est un petit peu la rencontre de toutes ces choses-là qui donne lieu à l'écriture. Voilà. Tes auteurs préférés? Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent, Oui, je pense qu'on a tous des auteurs un peu fétiches, un peu préférés. Dans mon cas, j'ai mis les pieds un peu dans le fantastique, enfin dans la fantaisie essentiellement, dans tout ce qui était littérature de l'imaginaire quand j'étais au collège. Alors, ma première lecture dans le genre, c'était le Hobbit de Tolkien. comme Voilà. beaucoup je pense? Voilà, comme beaucoup. Après le Hobbit, c'était Michael Moorcock avec son cycle d'Elric et toute une série d'autres ouvrages avec Corum, Funbeck. Il y a eu beaucoup de choses de Moorcock que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé notamment sa théorie du multivers et des rencontres, des projections d'une même personne, d'un même héros à travers différents univers qui peuvent plus ou moins se rencontrer et vivre des choses différentes ou communes. Et j'ai toujours été fasciné, je crois qu'on peut le dire, en tout cas très intéressé par tout ce qui était portail, portail entre les mondes, portail entre des mondes parallèles ou des mondes différents ou imaginaires. Tout ce qui était le voyage avec, on prend, je sais pas, Stargate, Sliders, toutes ces séries télé ou ces films qui moi me faisaient rêver. Et j'ai repris quand même en bonne partie cette composante de portail et de voyage entre les mondes dans une bonne partie de mes ouvrages parce que ça fait vraiment partie d'un élément central de mon expression. D'accord. Voilà. Est-ce que quand tu regardes un film, ça peut t'aider? Est-ce qu'une image ou un film peut te déclencher une inspiration? Est-ce que ça t'aide beaucoup? Je suppose que oui.
Là, j'ai pas d'idée, pas d'exemple en tête, mais il y a forcément des images, qu'elles soient fixes, en photographie, ou dans un livre, ou sur Internet, ou dans un film qui éveille effectivement des idées, ou une forme d'inspiration, entre guillemets, ou qui font penser à une scène qu'on est en train d'écrire, ou qu'on va écrire, ou qu'on a écrite et qu'on pourrait modifier. Donc oui, ça éveille des choses, forcément. Ou alors aussi au contraire, ah bah j'aurais pas fait ça comme ça, ou je vais éviter de faire ça, enfin voilà, ça va dans les deux sens. Il y a aussi bien des choses qu'on peut voir qui donnent envie de, pas forcément de les reproduire, mais de s'en inspirer, et d'autres où on a envie d'éviter d'arriver à ce résultat-là. Tout à fait. Tout à l'heure, donc tu disais que tu étais en auto-édition. Oui. Euh, Pourquoi choisir l'auto-édition et pas être passé par un éditeur classique traditionnel? Pourquoi? Alors avant de me lancer dans l'écriture, vraiment pour vendre mes livres et les proposer en fait à un public, j'ai passé presque 2 ans de prospection où j'ai beaucoup observé, j'ai fait beaucoup de salons, de festivals, j'ai discuté avec beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs pour mieux comprendre et puis mieux connaître le monde de l'édition qui m'était complètement inconnu. Et bah, de fil en aiguille, j'avais une très forte envie d'indépendance, une très forte envie de garder entre guillemets la maîtrise de ce que je faisais au niveau des partenaires, au niveau des délais. Parce qu'au niveau des délais d'impression, par exemple, en maison d'édition, une fois qu'on est sélectionné, accepté et validé, il faut compter entre 1 et 2 ans en moyenne pour que le livre sorte. Donc c'est quand même relativement long, même si c'est compréhensible, avec les corrections et tout ce qu'il y a à faire comme travail en amont. Et dans mon cas, je voulais pouvoir facilement et entre guillemets rapidement sortir le livre une fois qu'il était vraiment prêt. Et alors, il y avait cet aspect-là, et l'aspect aussi de conserver mes droits pour disposer de mon œuvre comme je l'entendais et travailler avec les partenaires de mon choix, que ça soit dans le monde de l'édition ou pour tous les droits dérivés, donc en traduction, en éventuellement audiovisuel ou autre. Vraiment conserver mes droits et la possibilité d'en faire ce que je veux avec qui je veux. D'accord. Voilà. Et si un jour une maison d'édition t'approchait pour, pour te signer un contrat, c'est quelque chose que tu accepterais, que tu Oh oui. réfléchirais, mais tu accepterais pour un nouveau projet ou tu accepterais s'ils te reprennent sur des projets déjà existants? Ça dépend de la proposition qu'on me fait. J'ai déjà été approché 3 fois par 3 éditeurs différents pour ma saga de fantasy, qui est là, le cycle de McGowan. Les 2 premiers, les propositions ne m'intéressaient pas du tout, donc j'aurais simplement dit non une fois qu'on avait discuté un petit peu. Le troisième, on va probablement travailler ensemble sur uniquement un aspect numérique pour Apple Livre, puisque c'est un éditeur de transmédiatique et qui propose des contenus entre guillemets enrichis sur l'univers avec un site dédié à l'ouvrage ou en tout cas à la saga où on peut injecter de la vidéo, de l'audio, plein de choses. Et ça c'est quelque chose de différent et là l'expertise d'un éditeur qui est spécialisé là-dedans est intéressante. Donc on est en train de discuter actuellement sur les modalités précises du contrat, mais voilà, je suis complètement ouvert à la discussion avec les éditeurs. Et si les deux y trouvent leur compte, bah, très bien. Voilà. Alors je vois que tu as vraiment une belle panoplie, tu as vraiment un bon univers. Euh, tout cet ensemble, tout cet univers, où on peut le retrouver au niveau des ventes? Est-ce qu'on peut le retrouver en magasin, ou tu es uniquement en salon, sur internet? Si on veut se procurer tes livres, où on peut les retrouver? Alors tous les livres sont disponibles en numérique partout. Donc Amazon, la Fnac, Kobo Rakuten, Apple Livres, De Citre, Chapitre, etc. On les trouve vraiment partout, y compris sur ma boutique en ligne. On peut acheter des livres numériques. Je peux aussi les dédicacer quand on les achète en direct. Voilà, c'est un peu l'avantage. Après, pour le papier, les romans peuvent être commandés n'importe où également. Alors, il y a un format américain qui est sur Amazon et ma boutique, et il y a un format français. Le format, c'est au niveau de la taille du livre en fait, et du nombre de pages. Le format français est juste un peu plus petit que le format américain. Alors justement, qu'est-ce que tu appelles le format français, le format américain? Alors le format français, c'est un format classique en 14,8 par 21. D'accord. Donc c'est des romans pour ma saga qui font entre 450 et 500 pages. Oui. Et le format américain, c'est un livre qui est un petit peu plus grand. Ça fait en gros presque 16 par presque 23 cm. D'accord, ouais. Du coup, il y a un peu moins de pages parce que c'est vraiment il y a plus américain. de mots. Voilà, c'est le format classique américain. Et en passant par Amazon, ça me permet de faire du direct plus facilement. Donc il y a 2 formats. C'est le même livre à l'intérieur, c'est le même texte, c'est le même prix, mais le format est un petit peu différent.
D'accord. Et le format français, donc en 14,8 par 21, qui fait entre 450 et 500 pages, est disponible partout, en librairie, sur tous les sites marchands en ligne. N'importe qui peut le commander n'importe où. Du moment qu'on connaît soit mon nom de plume, soit le titre du livre, soit son ISBN, n'importe qui peut le commander. D'accord. Voilà. Euh, Est-ce que tu es sur un autre projet de livre actuellement? Tu es en train d'en préparer un autre? Il y a d'autres idées? Il y a ton prochain livre que tu vas sortir? Alors, je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps. Là, actuellement, les projets en cours, il y a ma saga de fantasy, il y a le 4e qui sort en septembre. Sur ma série de contes lyriques et merveilleux, il y en a 27, les 9 premiers sont sortis, il y a le 10e qui va sortir là à l'automne. Donc ça se fait progressivement. Donc on va dire que c'est mes 2 projets au long cours qui vont m'occuper encore un certain temps, surtout pour les contes, parce que la saga touche à sa fin. Il y en a 5, donc le 4e est en train de sortir et le 5e va sortir bientôt, normalement en décembre, peut-être début 2021, parce que mon illustratrice a pris un peu de retard avec le coronavirus et du coup il y aura peut-être un décalage. Voilà. Sinon les autres projets, j'ai un arc sur les légendaires régionales que j'ai commencé avec la Bête Blanche de la Somme. Alors celui-ci, j'ai pas de date précise, j'ai simplement différentes thématiques sur lesquelles je fais des recherches. Il y a un gros travail de recherche pour celle-là, parce que je me base sur des témoignages de personnes qui ont assisté aux événements en question. Et à partir de ces témoignages, je vais faire une étude typographique sur place, et j'écris une histoire imaginée qui remet en avant la légende en question, à partir des éléments que j'ai pu regrouper, sur le territoire que j'ai visité à pied, en voiture et autres avant, pour que les personnes qui le souhaitent puissent suivre les pas des personnages et découvrir la légende sur place également. Voilà. Donc là, il y a un gros travail de recherche là-dessus. J'ai un autre projet en chantier qui est prêt mais qui me reste à écrire, qui est un roman de médiéval fantastique qui se passe dans l'Aisne, notamment sur les abbayes de Longpont, Vauclair et Saint-Jean-des-Vignes. Donc fin du 12e, début du 13e, ma période préférée. Voilà, ça va être du médiéval fantastique avec un mélange d'enquête. On va suivre les aventures d'un moine en fait, qui va mener une enquête sur des événements anormaux et un peu inquiétants qui se déroulent dans l'Aisne et notamment sur ces 3 abbayes. Donc j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà. Ça a l'air d'être intéressant. Voilà. Et j'ai un autre projet qui pareil est préparé, mais il faudra que je prenne le temps de l'écrire, qui est un roman de fantasy amérindienne qui se passe sur une île imaginaire, avec la rencontre entre 2 formes de magie, une magie un peu chamanique qu'on pourrait attribuer aux Indiens, enfin aux Amérindiens, aux Indiens d'Amérique avant la colonisation. Il y a vraiment une recherche là-dessus. Et une forme de magie plus fantasy avec des mages qui utilisent des sortilèges et ce genre de choses. Et ce roman tourne autour de la rencontre entre ces 2 formes de magie et le lien avec la nature, le rapport entre la nature et l'homme, le rapport des hommes entre eux, enfin voilà, tout ce qui est, on va dire, le rapport entre l'homme et le vivant. D'accord. Oui, vraiment quelque chose. Il y a un peu de spirituel. C'est un petit peu spirituel en même temps, non? Oui, un petit peu, ça va être de la fantaisie amérindienne, donc ça tend un peu vers le chamanisme. Ouais, voilà, ça serait un peu différent des projets que j'ai menés jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que tu arrives vraiment à passer, tout en respectant ta période, tu arrives vraiment à passer, on va dire, d'une civilisation à une autre. Oui, c'est aussi l'intérêt. Voilà, c'est ça qui est bien. Comme pour les contes lyriques et merveilleux, j'exploite en grande partie la mythologie grecque. Il y a aussi de la mythologie japonaise, il y a aussi de la mythologie latine chez les Romains. Il y a aussi de la mythologie, on va dire, plus nordique, comme la sirène nordique ici. Là, on a une sirène grecque. Donc il y a des petits mélanges faits exprès à chaque fois et qui sont expliqués. La sirène nordique et l'hippocampe grec, voilà, 2 mythologies qui se rencontrent. Il y a la mythologie inuite chez les Esquimaux qui est très intéressante également. Donc au niveau des mythologies, j'exploite pas mal de sujets qui m'intéressent et en l'occurrence des créatures qui m'intéressent pour les faire vivre différemment, remettre en avant on va dire, les légendes originelles de ces créatures-là, qui ne sont pas toujours bien connues ou qui ont été déformées, et les transposer dans un univers imaginaire de type fantasy, et ajouter une touche lyrique avec des sonnets pour les dialogues, en bonne partie. D'accord. Voilà. Et là, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à ta saga. Là, je vois donc tu as 3 tomes, tu as le 4e et le 5e, tu me dis que ça va bientôt sortir. Donc, si j'ai bien compris, toute ta saga était déjà écrite du 1er tome au 5e tome. Tu avais déjà tout écrit, ou tu avais d'abord sorti le tome 1,
t'attendais le retour du public pour savoir ce qu'ils voulaient attendre dans le 2. Ah non, tout était déjà construit. Tout Oui. était déjà construit. J'avais déjà mon plan complet des 5 ouvrages, des 25 D'accord. chapitres de chacun des ouvrages. Donc j'ai le titre de tous mes chapitres, j'ai le déroulé, j'ai le début, j'ai la fin, j'ai toutes les péripéties, je sais ce qui se passe, à quel moment, à quel endroit. Mais après, il y a le travail d'écriture à faire qui prend du Tout à temps. fait. Donc toute l'architecture est montée. Oui. Après, j'écris. Après, il y a des Voilà. choses qui sont un petit peu modifiées en écrivant. Il y a toujours des choses qui changent un petit peu, ou qui s'enrichissent, ou qui prennent un chemin un petit peu différent. Mais l'histoire ne change pas, les grandes péripéties, l'intrigue, les points clés, on va dire, les pivots ne changent pas. C'est plus les choix des personnages et leur manière de réagir qui quelquefois ne se passent pas forcément toujours comme je l'avais prévu, parce que les personnages prennent vie et quelquefois se débattent un peu plus qu'on ne le pense. Donc voilà, mais tout était en place. Voilà. Et toujours sur ta série, parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'adore, tout ce qui est saga, des choses comme ça. Donc par exemple, tu vends le tome 1, tu vends le tome 2, tu revois le public, on est d'accord, ceux qui accrochent. Est-ce que tu as déjà vu des. Est-ce que tu as déjà tes lecteurs qui t'ont dit ah, j'ai bien aimé, j'aimerais bien voir ça, ça et ça, qui te donnent quelques indications? Est-ce qu'il y a déjà certains lecteurs qui t'ont dit j'aimerais bien que le héros fasse ça et que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a déjà eu des indications de lecteurs qui t'ont influencé pour leur faire plaisir? Ou tu t'es dit ah oui, finalement c'est une meilleure idée que ça? Est-ce que ça t'a déjà J'ai influencé? eu j'ai eu beaucoup de retours de lecteurs sur ce qui était écrit, qui m'a aidé, qui m'ont aidé. Les retours de lecteurs m'ont aidé à corriger certaines choses. J'ai fait une grosse réécriture du premier roman justement par rapport à ces retours-là. Alors quand je dis une grosse réécriture, c'était surtout pour alléger des passages qui étaient un petit peu lourds ou un petit peu répétitifs. Donc ça a vu une suppression de quelques dizaines de pages et le roman s'en porte bien mieux. Il est plus agréable à lire. Après, ça n'a pas changé d'histoire. J'ai eu quelques suggestions ou quelques remarques de lecteurs qui auraient bien aimé voir certaines choses. Je les ai notées quelque part, j'ai un cahier où c'est noté. Ça peut faire partie de contenus transmédiatiques ultérieurs avec des nouvelles ou des micro-nouvelles qui pourront voir un développement alternatif. Mais je ne réécris pas ce que j'ai prévu par rapport à ces remarques-là. Je peux produire un contenu nouveau en plus, je le ferai probablement quand ma saga sera terminée, mais je ne modifie pas ce que j'ai déjà fait parce que sinon ça va plus tenir. Oui, la balance Voilà. va plus t'équilibrer. Tout est pesé, chaque élément est à sa place et trouve un écho dans le ou les livres suivants. Donc si je modifie quelque chose, il faut que je modifie tout. Non, c'est pas possible. Pour rester cohérent, aussi bien au niveau des personnages qu'au niveau de leurs objectifs, qu'au niveau de l'intrigue principale, qu'au niveau des intrigues secondaires. Et quand on a plusieurs lecteurs qui émettent une envie similaire, voire identique, là on peut se dire, ah, on peut faire quelque chose en plus. Pour leur faire plaisir, ou leur envoyer un petit texte juste à eux, pour les amuser. Ouais, c'est ça. Et voilà, mais je ne modifierai pas mon livre pour ça. Pour travailler ne serait-ce qu'un tome, il te faut combien de temps? C'est difficilement mesurable. J'ai 5 enfants en bas âge qui m'occupent bien jour et nuit. Donc quand je peux écrire, je ne sais jamais combien de temps ça va durer. Je ne sais jamais quand je serai dérangé. Quand j'arrive à avoir une demi-heure d'affilée, c'est déjà bien. Voilà, donc à supposer que j'y passe, supposons que j'y passe entre 6 et 8 heures par jour pour un roman, à supposer que je fasse ça tous les jours, on va dire 5 jours par semaine, je pense qu'en 6 mois il est écrit. Mais ça s'est étalé sur relativement plus longtemps. J'ai commencé l'écriture de mon premier tome en 2012, à l'automne 2012. J'ai terminé mon premier jet fin 2013, donc un an après. Et le temps de faire les réécritures et tout ça, il s'est repassé encore pas mal de temps, pas mal de mois. Voilà, j'ai commencé à diffuser mes écrits vraiment et à les écrire et à les réécrire et les corriger vraiment pour qu'ils soient lus en 2018. Donc j'ai commencé à les diffuser en juin 2018, donc c'est quand même assez récent. Et voilà, j'en ai quand même sorti 15, il y en a un 16e qui va sortir. Et j'avais déjà les 2 premiers romans qui étaient prêts quand j'ai commencé à les diffuser. Donc ils étaient déjà écrits depuis un certain temps, ils étaient déjà prêts, ils attendaient simplement que moi je sois prêt à les sortir. D'accord. Donc je pense que pour un roman comme ça, oui, il faut compter entre 6 et 8 mois minimum, en travaillant beaucoup dessus. Le travail de recherche n'est pas trop important, il y en a un petit peu, parce que je m'inspire quand même beaucoup je m'inspire beaucoup de la période moyenâgeuse de la fin du 12e.
Après, ça reste une simple inspiration. Oui, C'est pour oui, avoir un c'est- cadre, une cohérence, on va dire vestimentaire, au niveau des aliments, au niveau de pas mal de choses. Après, ça reste un monde imaginaire. Donc il faut que j'ai une cohérence interne à mon monde imaginaire. Donc là, il y a beaucoup de travail de création. Et c'est ça qui est intéressant et qui me plaît encore plus. Donc là, il y a un gros travail de mise en place sur les peuples, sur l'histoire, sur les dates, sur énormément de choses. Sur la magie, sur les différents systèmes de magie, les portails, les créatures féeriques, les créatures cauchemardesques, les liens entre les différents peuples et les différentes créatures. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. Et ensuite, il y a tout le travail de personnalisation, de caractérisation des personnages, leur construire une identité, des objectifs, une raison d'être là, une raison d'être là jusqu'au bout, une raison de se rencontrer et de faire route ensemble. Parce que dans cette saga-là, c'est 3 personnages qui font route ensemble. Donc au début, ils se rencontrent. Il faut qu'ils aient une raison de poursuivre ensemble. Donc il y a vraiment tout ça à mettre en place avant d'attaquer l'écriture et que ça ne se sente pas dans l'écriture. Dans l'écriture, il faut vivre l'aventure et pas avoir l'impression qu'il y a des éléments qui s'emboîtent. Juste avoir l'impression de lire et que ça soit fluide. Donc D'accord, oui, voilà. je comprends. Est-ce que tu peux prendre un livre au hasard et juste pour que le lecteur puisse comprendre ton écriture, puisse être bien imprégné de ton imaginaire, nous lire quelques lignes d'un passage de ce que tu veux, du livre qui t'intéresse le plus, que tu aimes le plus, ou plutôt de ton dernier livre, hein, qui serait plus intéressant, je suppose. Enfin, après, c'est toi qui vois, tu choisis. Bon, je peux proposer les premières lignes de mon premier Oui. tome de la saga Voilà, éventuellement. Vraiment, tu lis Comme vraiment ça, ce que tu veux, si tu veux lire un chapitre du milieu, ou enfin comme tu veux. C'est vraiment que voilà que le lecteur puisse déjà un peu entendre et voyez un D'accord. peu. Je vais juste vous lire quelques lignes, ça sera pas trop long. Donc, alors c'est une saga de fantasy, une pentalogie en 5 livres. Donc c'est le tout début du premier volume. Et, les 3 premiers chapitres en fait présentent les 3 premiers protagonistes et déjà un petit peu l'action qui va se mettre en place. Donc c'est pour présenter ces personnages-là. Alors, je promets de veiller sur ceux qui me sont chers, de protéger, d'aimer, de respecter ma terre. Jusqu'à mon dernier souffle, je m'engage à le faire, à y mettre mon cœur, mon esprit et ma chair. Aujourd'hui, demain, tous les jours et pour toujours, je m'engage serein sur ce chemin sans retour. Mes compétences, mes connaissances et mon épée, à garder pour l'éternité, seront vouées. Voilà, c'est une petite introduction. C'est le serment du gardien du livre d'Opha, bibliothèque royale de Digali, qui est le royaume où se situe l'action. Et à chaque début de chapitre, on a une petite introduction, assez souvent sous forme d'alexandrin, qui renseigne un peu le lecteur sur un aspect soit de l'histoire du royaume ou du monde, soit sur les personnages ou l'endroit où ils se trouvent. Voilà. Un tourbillon venteux le caressa avec délicatesse et agita ses cils. Le dormeur revenait peu à peu à lui, goûtant la morsure du soleil sur son visage. Le souffle de la brise qui s'engouffrait dans ses cheveux orchestrait une danse de petites spirales folles. Le contact de la roche sur laquelle il pesait de tout son poids depuis qu'il avait perdu connaissance lui procurait une souffrance sourde. La morsure du soleil, une brûlure féroce mais ô combien jouissive et rayonnante, quand on ne l'avait pas ressentie depuis de longs mois, de longues années, et peut-être même davantage. Quelle sensation étrange que cette chaleur si normale pour le commun des mortels. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, Ça donne déjà un aperçu du. Voilà, là on va découvrir le guerrier qui est le principal protagoniste de cette saga. Ils sont 3, mais lui c'est le principal. Et il a des problèmes psychologiques parce qu'il a passé trop de temps auprès de ces charmantes bestioles. Voilà, ça l'a un peu perturbé. Dans le deuxième chapitre, on fait connaissance avec la gardienne de Danarit. C'est le titre du roman. C'est une jeune femme qui maîtrise une forme de magie qui dépend des signes du zodiaque et qui doit surveiller et protéger d'anciens portails, comme celui qui est illustré en couverture. D'accord. Et dans le troisième chapitre, il va y avoir un début de contact et la présentation d'un troisième protagoniste qui est une petite fée que la grande majorité des gens ne peuvent ni voir ni entendre, ils ne savent même pas qu'elle existe, donc ils ne peuvent pas interagir avec. Mais bien sûr, les 2 autres protagonistes en sont capables. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais ils vont être embarqués dans une grande aventure. Donc là, je vois qu'il y a encore d'autres livres. Est-ce que tu pourrais nous présenter encore 1 ou 2 titres qui te tiennent à cœur? Alors peut-être pas les lire, mais au moins les présenter au niveau de leur résumé. Oui. Donc vraiment. Avec plaisir.
Alors je vais vous présenter un recueil de contes lyriques et merveilleux. En fait, c'est une série de 27 contes lyriques et merveilleux. Chaque conte est indépendant, mais ils se déroulent tous dans le même univers. Ils existent tous en petit format, agrafé de 30 pages. Et comme il y en a 27, il y en aura 27 séparés, et il y aura aussi 3 recueils de 9 contes, qui reprennent les couvertures en mosaïque de 3 par 3. D'accord, donc on peut Voilà. aussi bien acheter un recueil, comme on peut acheter l'ensemble avec un volume. C'est C'est ça. ça. On D'accord. peut les acheter à l'unité Oui, ou et sous forme acheter de un recueil. volume de Voilà, 9. c'est ça. Ce qui est très Voilà, intéressant. les petits contes séparés sont à 3 euros, ça reste accessible. Tout à fait. Et le recueil est moins cher que tous les contes réunis, forcément. Ça coûte plus cher de faire des petits ouvrages séparés qu'un seul avec plus de pages. Donc ceux qui sont intéressés par l'ensemble des contes, je les invite à s'intéresser plus au recueil, à moins qu'ils n'aient envie d'avoir une belle collection de belles couvertures. Ça a aussi son intérêt. La différence de prix n'est pas énorme. Et, voilà. Et chaque conte est dédié à la créature ou aux créatures illustrées en couverture. Et à chaque fois, il y a une thématique différente. Par exemple, le griffon, c'est sur l'amour aveugle. C'est l'histoire d'un griffon qui tombe amoureux de la lune et qui déclame une ode à la lune. La sirène grecque, c'est sur la gourmandise. C'est des créatures voraces. La centauresse grecque, c'est sur le courage. Le dragon contemporain, c'est sur la colère. Là, on a deux créatures, une sirène nordique et un hippocampe grec, c'est sur la curiosité. Une licorne sur la rencontre, c'est l'histoire de la rencontre entre une licorne et la fille d'un baron. Ça aurait pu se faire à la fin du XIIe, mais bon, ça reste imaginaire. Hop là. L'hydre, c'est sur l'hésitation. Elle a 9 têtes. C'est difficile de faire des choix quand on a 9 têtes. Donc c'est sur l'hésitation et l'indécision. Là, on a un satyre grec, même créature que le faune latin. C'est sur la différence et le regard de l'autre, avec une réflexion sur le handicap. C'est un satyre qui a les jambes croches, donc ses camarades se moquent de lui. Et il va trouver une flûte magique qui va l'aider à s'exprimer. Là, on a une créature du folklore médiéval japonais, un kitsune, renard à plusieurs queues. Ça va jusqu'à 9 queues. Le mien vient d'avoir la 5e, c'est un adolescent. Et c'est sur la thématique du voyage et de la liberté. Ah, toi, au loin, Voilà. je pensais que c'était une rose. J'avais même pas vu le renard. Je pensais que c'était une rose. Hein. Voilà, donc à chaque fois, on a une créature, quelquefois deux, comme la sirène et l'hippocampe. Et la créature est le protagoniste du conte. On voit, on entend, on goûte, on vit les choses à travers ses sens. Donc ses yeux, ses plumes, ses poils, etc. Et on a à chaque fois un regard et un point de vue sur le monde et les autres créatures ou les personnes par les yeux et les sens de la créature. Donc c'est assez souvent différent de ce qu'un être humain aurait ressenti. Mais là, cette collection n'est pas finie. Comme tu disais, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Il y en a encore 18 qui vont sortir. Voilà, là il y a les 9 premiers, et il y en a encore 18 pour que tout soit disponible. Voilà, alors moi, par contre, je vois, parce que moi, j'adore Noël, et je vois qu'il y a un livre qui s'appelle Les Trois Contes de Noël. Peux-tu nous parler un peu de ce livre qui m'a l'air à la fois mystérieux, est-ce que c'est Noël, mais j'ai l'impression que c'est Noël, mais pas dans le bon sens. Alors, c'est un petit recueil de 3 contes. Voilà, 3 contes de Noël Axonais. Axonais, c'est pour le département de l'Aisne. C'est là où j'habite, j'habite à Laon, la préfecture de l'Aisne. Donc il y a 3 contes qui se passent respectivement sur les villes de Soissons, de Laon et de Coucy-le-Château. Donc 3 contes de Noël, mais un petit peu différents en atmosphère et en thématique. Un premier conte qui se passe à Soissons, ville où j'ai fait mon collège et mon lycée, sur la thématique du Père Noël. Un conte qui est plutôt mélancolique. Deuxième conte qui se passe à Laon, qui est plutôt traditionnel et festif, sur la thématique d'un renne du traîneau du Père Noël. Et un troisième conte sur la thématique d'un lutin du calendrier d'Avent qui se passe à Coucy-le-Château et qui est plutôt poétique, avec des sonnets, voilà, dans celui-ci. Donc on a à chaque fois un petit clin d'œil historique à Clovis sur celui de Soissons, à l'évêque Gaudry sur celui de Laon, et à Enguerrand Ier sur Coucy-le-Château. Donc et on peut retracer le parcours des personnages sans problème, si on se rend sur place. Il y a également quelques photos des lieux qui m'ont inspiré. Son inspiration est partie à chaque fois d'un lieu réel. À Laon par exemple, rampe d'Ardon, quand on monte vers la préfecture, dans le deuxième virage, on a ce panneau-là. À force de passer devant, je passe devant tous les jours pour emmener mes enfants à l'école. À force de passer devant, ça m'a fait penser à un renne ailé et le conte est parti de là. Voilà. Donc sur la couverture, on retrouve quelques éléments également du coin. On a le vase du rond-point du vase à Soissons. Là, on a les armoiries de Coucy-le-Château. Là, on a le Père Noël qui se balade dans son traîneau.
mais ça c'est pas propre à la région. Là on a le panneau qui est à Allan, enfin voilà, il y a une couverture qui est vraiment composée d'éléments du coin et d'éléments en thématique de Noël. Voilà. Très bien. Alors moi j'ai une dernière question. Ça serait quoi, en tant qu'auteur, ton grand rêve d'auteur? Je veux dire, qu'est-ce qui te Mon ferait grand le... rêve d'auteur, Voilà. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir en de, tant qu'auteur? de ne pas décevoir mes lecteurs. Je pense que c'est le principal sujet d'inquiétude, entre guillemets, si je dois en avoir un. Et donc du coup, le principal rêve que je peux avoir, c'est que les lecteurs qui me suivent ou qui me découvrent prennent du plaisir dans la lecture. Et quand ils découvrent d'autres univers ou d'autres ouvrages, qu'ils continuent à prendre du plaisir, au moins autant ou sinon plus. Et j'espère que personne ne ressentira de déception en passant d'un ouvrage à l'autre en se disant ah bah celui-là, bof, il y a forcément des ouvrages qui sont moins bien ou qui parlent moins, parce que bah, on a tous des goûts, des préférences qui nous sont propres, mais j'espère que ça n'ira pas jusqu'au point de décevoir quelqu'un. Voilà. D'accord. Je vois que donc on est entouré de dentures, lesquelles on Oui. peut voir les couvertures. Les illustrations, c'est toi qui les as faites ou t'as un illustrateur qui travaille pour toi? Alors je travaille actuellement avec 5 illustrateurs et graphistes. Là les bâches, je les ai en fait imprimées sur bâche pour essentiellement les événements en direct, donc les salons, les festivals, les fêtes médiévales et compagnie. Et ces illustrations-là sont en fait les illustrations des contes. Là par exemple, le conte lyrique et merveilleux du Griffin et l'Ode de la Lune avec le Griffon. Donc j'ai repris tout simplement l'illustration de couverture. Et ces illustrations-là sont des commandes en fait. Je fais une commande assez précise, mais avec une belle marge de liberté quand même, et d'expression pour l'artiste, où je lui demande ce que je souhaite, et lui ensuite crée l'illustration. Alors pour les contes, c'est toujours en format carré, parce que j'ai demandé un format carré pour faire mes contes sur ce format-là, et ensuite sortir justement les recueils avec une mosaïque en 3x3 avec vraiment un format carré, c'est ce que moi j'avais en tête. Et voilà, après j'ai un cahier des charges. Là par exemple, le griffon, je lui ai dit, bah, je voudrais un griffon vu de profil dans cette position-là. Donc je lui ai expliqué un petit peu la position que je souhaitais. Je lui ai dit en arrière-plan, j'aimerais bien avoir une montagne, une rivière qui coule au pied de la montagne. Et puis après, je lui ai laissé une entière liberté. Je lui ai juste fait un petit résumé du conte. Et je lui ai dit à un moment, il y a une tour avec des archers qui tirent sur le griffon, mais c'était juste pour qu'il ait un résumé de ce qui se passait un petit peu. Donc en 2-3 paragraphes, il avait le résumé complet du conte. Et lui a décidé de rajouter cette tour et de rajouter des flèches. Voilà, donc voilà, c'est des commandes. Et à chaque fois, j'essaie de laisser un maximum de marge de création et de créativité à l'artiste pour qu'il puisse s'exprimer librement et faire quelque chose qu'il a envie de faire et qui lui plaît. Donc voilà. Les romans, les contes de Noël, c'est une artiste et graphiste française qui vit dans les Alpes. Celui-ci, La Bête Blanche de la Somme, ça c'est juste de la photo. C'est des photos que j'ai prises sur place, il y en a aussi à l'intérieur. Dans les romans, je travaille aussi avec une Italienne qui me fait des cartes géographiques. Je ne sais pas si on verra grand chose de là-haut. Mais dans chaque roman, il y a une carte qui détaille un petit peu la région où évoluent les personnages. Donc ça, c'est une artiste italienne. C'est une artiste italienne. D'accord. Donc il y a une Que version tu as noir et blanc. rencontré comment? Quand tu comment ça se fait? Alors le graphiste pour les contes, pardon, c'est un roumain, je ne sais plus si je l'ai dit, il s'appelle Katavic pour son nom d'artiste. D'accord. L'italienne c'est Rainflower Graps. C'est très intéressant parce que toi, tu habites en France, à Lens, tu Oui. travailles avec des artistes roumains, italiens. Comment Français. s'est fait cette rencontre? Il y a aussi un Philippin, par exemple sur mon t-shirt, c'est un Philippin qui fait des illustrations pour une version illustrée des romans. D'accord. Donc Et- voilà. Et comment tu as fait cette rencontre avec ces artistes-là? Alors il y a les deux Français, je les ai rencontrés en salon, un sur un salon, une sur un festival. Oui. Le Roumain, je l'ai rencontré, enfin en fait je le suis sur internet depuis longtemps, sur ses pages d'artistes parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et le jour où j'ai pensé à ma série de contes, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, oh, ça serait pas mal que je lui propose de bosser dessus, si ça l'intéresse. Donc je lui ai présenté mon projet, je lui ai présenté un petit peu ce que j'avais en tête, et je lui ai expliqué qu'il y en avait 27 de prévus. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de travailler dessus, sous quelles conditions, à quel tarif, parce que bon, c'est un élément important aussi. Et s'il était prêt à éventuellement s'engager sur 27, si après 2 ou 3 essais, ça lui plaisait et ça lui convenait. Parce que je n'avais pas non plus demandé dès le début sans savoir dans quoi on s'engageait.
Donc on a travaillé, en fait on a fait les 5 premiers comptes ensemble. Et ça nous a bien plu à tous les deux, parce que ça convenait, moi ça me plaisait beaucoup, et puis lui ça lui plaisait aussi beaucoup de travailler là-dessus. Donc je le paye à la tâche, je le paye à la commande, et je le repaye ensuite derrière pour les droits d'utilisation des images. Donc je le paye pour qu'il crée l'illustration, et ensuite je lui paye pour avoir le droit de les avoir sur les couvertures des ouvrages, et pour les mettre sur des supports publicitaires, des pages, des kakémonos, ce genre de choses. Après, si je veux les mettre également sur des choses que je revends, comme je sais pas, une tasse, un t-shirt ou ce genre de choses, c'est possible, mais il faut que je refasse un contrat encore annexe avec lui pour ces produits spécifiques. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai payé que pour avoir l'illustration et les droits de les mettre sur mes ouvrages et des supports publicitaires. Voilà. D'accord. Et l'italienne L'italienne, même chose, je la paye à la tâche, je lui envoie un cahier des charges aussi. Et tu l'as rencontré comment sur internet, sur un site qui s'appelle Fiverr. C'est un site qui met en relation des créateurs et on va dire, il y a aussi bien des professionnels que des personnes qui font plus ça comme un hobby, mais qui travaillent très bien aussi, hein, ça n'empêche pas. Et c'est un site qui met en relation quelqu'un qui a une demande avec quelqu'un qui produit quelque chose ou qui crée quelque chose. Et comme il y a un intermédiaire, les paiements se font avec un intermédiaire, donc on a une garantie, on a une protection, aussi bien pour l'artiste que pour nous. S'il y a un problème, on peut être remboursé dans un sens ou dans l'autre. Et il y a un contrat, enfin voilà, je veux dire, c'est carré, c'est propre, c'est légal, c'est bien fait. Bah, avec le mien aussi, hein, c'est légal aussi, c'est juste que c'est fait en direct. Après, ça demande plus de paperasse. Quand il n'y a pas d'intermédiaire, c'est un peu plus compliqué. Mais après, on s'habitue, c'est tout. Et sur Fiverr, l'intérêt, c'est qu'on a des artistes qui sont déjà en place, qui ont déjà pour la plupart une liste de créations qu'ils mettent justement en vitrine pour montrer ce qu'ils savent faire. Donc on peut avoir une idée de ce qu'ils font, avoir une idée des tarifs. Ils proposent souvent une différente palette de tarifs avec différentes options. Et après on les contacte, voilà, on leur propose le projet, et si ça les intéresse, on travaille ensemble, on se met d'accord, on envoie une commande ou une demande, on paye, et une fois qu'ils ont été payés, ils travaillent. Généralement ils ont des délais, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépend du délai qui a été choisi. Et ils envoient leur travail avec souvent des corrections possibles. Parce qu'une carte, par exemple, assez souvent, il y a des petits remaniements à faire pour que ça corresponde vraiment à ce que j'ai en tête ou à ce que les distances correspondent bien au déplacement des personnages, à avoir une échelle qui soit adaptée. Donc c'est un travail, il faut être le plus précis possible en amont. Et après, il y a souvent 2-3 petites corrections à faire dans la foulée. Si l'artiste a bien travaillé, il n'y a pas grand-chose à corriger. Si l'artiste a moins bien travaillé ou si nous, on a été peu clair au début, il peut y avoir plus de travail. Donc pour que ça se passe bien, il faut être le plus clair possible, le plus complet possible. Et comme ça, l'artiste fait son travail le plus proprement et le plus en lien possible avec ce qu'on attend, et ça se passe bien. Donc voilà, du coup Fiverr, je m'en sers aussi pour ça. Voilà. Et le Philippin avec lequel je travaille et l'italienne, c'est par Fiverr que je les ai rencontrés. Pour le Philippin, je l'avais déjà vu quelques-uns de ses travaux, mais j'ai fait le lien sur Fiverr, sur DeviantArt. Donc je l'avais déjà vu un petit peu ses travaux, mais sans savoir que c'était lui. Et en revoyant ses travaux sur Fiverr, j'ai regardé un peu plus en détail. Et sur DeviantArt, il y avait juste une exposition de ses travaux, mais c'est tout. Et sur Fiverr, il y avait le moyen d'entrer en contact avec lui et de passer des commandes. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça l'a intéressé, et voilà. Donc à ce jour, il a fait 3 illustrations en couleur, et il en a fait 25 en noir et blanc pour le premier tome. Et il est en train de travailler sur les illustrations du deuxième. D'accord. Donc il y a une version illustrée des romans qui va sortir également prochainement. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu. Hein, c'est vraiment avec un plaisir.